Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une série de podcasts où est-ce que Dominique Gagnon va interviewer des entrepreneurs qui ont connu de la malchance en affaires, des difficultés. Ils vont venir partager leur histoire. C'est une série de podcasts en collaboration avec le programme Persévérance. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, bien sûr le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. InfoBref, je rappelle qu'InfoBref ont un podcast à tous les matins qui vous donne l'essentiel de l'actualité en 3 minutes et je vous invite à vous abonner à leur infolette qu'à tous les matins, vous recevez l'essentiel de l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur à tous les lundis matin. On vous envoie des trucs et astuces à appliquer dans votre entreprise. Sur ça, bonne écoute. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Amélie Morancy, que j'ai croisée. À quelques fois, on a donné des conférences ensemble, mais ça fait des années que plusieurs connaissent peut-être à cause de son passage très, très remarqué au Dragon. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui avait marqué beaucoup les gens, la prestation d'Amélie, qui était assez extraordinaire. Donc, super content de te voir, Amélie, pour parler d'échecs, qui est un sujet un petit peu tabou définitivement. Enchanté, mais qu'on a tous les deux, je pense, fait une maîtrise ou un doctorat en échecs définitivement. Donc, le but aujourd'hui sera d'un petit peu mieux comprendre l'histoire d'Amélie, comment elle a effectivement arrivé à un échec entrepreneurial, mais ce que j'appelle plus un apprentissage. Et ensuite, de voir aussi comment on peut apprendre de ça, puis comment on peut s'en tirer. Parce que la réalité, quand on est dedans, on pense que c'est impossible de s'en tirer, mais je pense qu'on est deux exemples de gens qui sont persévérants, comme le programme Persévérance entrepreneuriale et qui sont allés. Alors, Amélie, je sais pas si tu voudrais un petit peu me décrire qui es-tu et un petit peu qu'est-ce que c'était ton entreprise à ce moment-là. Longue histoire courte, essentiellement, je suis le profil typique d'un entrepreneur atypique que j'ai fait depuis l'enfance. Je vendais tout, n'importe quoi à n'importe qui. J'ai eu une business de tonte de gazon quand j'étais ado. J'avais un trailer en arrière de mon bicycle, puis j'allais faire des gazons en porte-à-porte. J'ai étudié en cuisine. En fait, j'ai un DEP en cuisine. C'est le seul vrai diplôme que je possède. J'étais en train de bâtir une business de traiteur parce que la journée que tu commences à étudier en cuisine, tous les membres de ma famille étaient comme « Oh mon Dieu, on a un chef dans la famille ». Fait que je me suis ramassée avec des geeks de traiteurs, genre presque immédiatement. Puis en commençant à essayer de bâtir ma business de traiteur, j'ai réalisé que les infrastructures que tu as besoin pour une business de même, c'est super dispendieux. C'est difficile à trouver. Fait que j'ai pendant plusieurs années sous-louer la cuisine de quelqu'un d'autre pour me rendre compte que ce serait idéal d'avoir mes infrastructures puis de moi les partager avec d'autres gens pour pouvoir payer le loyer parce qu'ultimement, je n'avais pas besoin autant que ça valait pas la peine d'avoir mes trucs privés. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée de Food Room est née, qui était à la base de mon besoin. Puis il y a un moment où est-ce que essentiellement la business traiteur a comme pris le bord puis Food Room est comme devenu le même truc. Juste parce que je me suis rendu compte que si j'étais pour hustle puis travailler comme 80 ou plus whatever heures par semaine, pas que je dis que ça devrait être fait, je le fais plus, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour moi de faire ça, mais de faire du traiteur puis pas avoir une business qui pouvait scaler. Fait que le timing je suis rentrée dans le programme du Founder Institute, qui est un accélérateur pour les business technologiques avec une business pas technologique que j'ai rendue technologique parce que j'ai catché que ça pouvait m'aider. J'ai bâti la plus grosse cuisine collaborative qui a jamais existé au Canada, ce qui, en soi, je crois qu'il était un miracle. Mais essentiellement, j'avais 23 ans puis aucune idée qu'est-ce que je faisais. Fait que j'ai levé beaucoup d'argent, mais pas assez. Tout a coûté plus cher qu'on pensait. Puis, je disais, l'acquisition client prenait plus de temps qu'on... toute la nature de ce que je faisais était vraiment spéciale. J'ai bâti un truc qui était très innovateur dans le sens que le concept de Ghost Kitchen maintenant, c'est comme plus commun. Puis les apps comme Uber Eats puis Skip ont fait que les concepts de restaurants qui ont pas de restaurant puis qui font juste de la livraison, c'est super commun. Puis j'étais peut-être comme une couple d'années avant mon temps. Parce que maintenant, ce que je faisais, c'était littéralement ça. Mais à l'époque, mes clients, c'était majoritairement... Vas-y, excuse.
Je pense que c'est un aspect aussi assez commun de le timing. Tu sais, parfois, on a un échec simplement, puis souvent, c'est pire d'être avant son temps qu'après son temps. Je pense que c'était un peu en même temps aussi que WeWork, là, tu sais, qui commençait à construire des WeWork partout. Il y avait un buzz sur ce marché-là, puis il y a énormément de gens qui vont échouer, non pas parce qu'ils n'ont pas été bons, ils vont échouer parce qu'ils étaient tout à fait avant leur temps. Moi, je me rappellerai même au Québec, il y avait une application avant Uber. Je me rappelle plus du nom, mais c'était vraiment Uber. Puis ils ont complètement échoué, mais tu sais, je l'avais utilisé là, 100% ce que Uber fait. Ça a été un échec. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont été peut-être 2 ans avant leur temps. Puis je pense que tu as un peu vécu la même chose, effectivement. Ouais, définitivement. Je pense que il y a eu plein d'affaires qu'on peut attribuer. Je pense qu'ultimement, ce qui nous a tués, c'était une mauvaise gestion des finances, puis la gestion du cash flow qui était problématique. Mais ce qui est aussi le problème de la marche des compagnies qui finissent par faire faillite, ultimement. Mais dans mon cas, c'était aussi le fait que c'est ça. J'avais pas c'était pas une business que je pouvais partir de mon sous-sol puis vendre un service puis bootstrapper. J'avais pas le choix de lever d'argent pour construire le produit pour pouvoir le vendre après. Fait que j'étais comme dans une situation de chicken and egg que si j'avais pas de cuisine, il n'y avait pas de business. Est-ce que tu étais bien entouré à ce moment-là? Est-ce que tu étais seul dans la business à tout faire? Parce qu'évidemment, tu avais 23 ans, donc un DEP en cuisine. Donc, évidemment, les finances, c'est quelque chose que tu peux comprendre, mais pas nécessairement que tu vas maîtriser tout ça. Est-ce que tu avais une équipe? Est-ce que tu étais la seule présidente? C'était quoi un petit peu qui étaient les gens autour de ça? J'étais tout seul. J'ai eu pendant vraiment, je veux dire, tout le long, il y a toujours eu des moments où est-ce que je voulais avoir un co-founder ou des partners dans ma business, mais c'est jamais arrivé parce que je pense qu'il y a comme une discussion organique de, tu sais, tu rencontres quelqu'un dès le début puis vous partez d'affaires ensemble, puis là, plus que tu avances tout seul, plus que c'est weird de rentrer quelqu'un comme co-founder parce qu'il y a déjà une dynamique qui s'est établie. Puis tu sais, j'avais des entrepreneurs. J'avais beaucoup d'employés qui avaient beaucoup de la nature entrepreneuriale, qui ont comme eu beaucoup d'initiatives puis qui ont mis plein d'affaires en place, puis que sans ces personnes-là, la compagnie aurait jamais survécu aussi longtemps, puis tu sais 100% que j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Mais tu sais, j'étais tout seul en termes de comme l'actionnariat, puis j'étais pas, je dirais, bien entourée en termes de support, de faire qu'est-ce que je faisais. Puis je pense que c'est une des plus grosses critiques que j'ai envers l'écosystème entrepreneurial en général, parce que je pense que c'est un truc qui s'améliore de plus en plus. Mais tu sais, à l'époque, c'était genre Gary Vee, le hustle, travail jusqu'à temps que tu meurs, puis le Founder Institute m'a un peu instillé ce genre de culture-là de comme outwork everyone. Puis, il y a des nuits carrément que, si je n'avais pas fini ma to-do list, je me couchais pas parce que je l'avais pas fini, fait que je dormais juste pas, tu sais. Puis, ouais, je pense que c'était vraiment toxique comme environnement de travail. Puis, c'est pas la faute de personne, mais je pense que c'est juste moi qui avait un immense FOMO. Puis, la menace de la faillite a toujours été là, dans le sens que c'était énormément terrifiant ce que je faisais. C'est arrivé plein de fois que je signais des contrats, puis j'étais comme, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais je peux pas reculer. Fait qu'au pire, je vais faire faillite. C'était tout le temps comme un truc qui était là. Je me souviens d'avoir signé le prêt pour le PPE, puis essentiellement, mon PPE était supposé rentrer, puis la banque a pull out la journée que les grues étaient en train d'installer les conduits de ventilation à 350 000 $. Puis j'avais pas l'argent pour payer pour la ventilation, tu sais. Fait que là, j'ai comme finalement appelé quelqu'un qui a appelé quelqu'un, puis j'ai réussi à trouver une autre banque comme à 28e heure, là. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui t'arrive tous les jours quand t'es entrepreneur, puis je trouvais ça vraiment dégueulasse que tout ce que tu voyais sur Internet, c'était « Oh my God, j'ai signé ce contrat-là avec un tel, regarde comment on est riche, on a un gros client, je suis en jet privé, machin chouette, tu sais. » Le star system un peu de l'entrepreneuriat, puis les dragons, tu sais, définitivement, peuvent faire partie un petit peu de ça. Tout a l'air facile, tout a l'air simple, puis effectivement, moi, j'ai vécu un peu la même chose que toi à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je me rappellerai toujours, ça avait tellement l'air facile parce qu'on avait, tu sais, des entrepreneurs à succès qui avaient acheté 288 compagnies puis qui nous disaient comment c'était facile. Moi, j'en venais au bureau puis j'étais comme, OK, je me mets à acheter des compagnies. Puis un peu la même chose, hein, parfois, c'est même ces incubateurs, accélérateurs-là, ont une certaine part de responsabilité dans le réalisme de ce qui se passe parce que souvent, on se donne l'impression que c'est accessible, c'est facile, puis ça reste effectivement difficile. Puis si tu avais à faire une hiérarchie de la fondation jusqu'à la faillite, ça a duré combien de temps? Puis ça a été quoi l'élément déclencheur où tu as dit, regarde, je suis rendu là, j'ai plus d'autres options, parce qu'on s'entend que la faillite est généralement la dernière des dernières options qu'on regarde comme entrepreneur. Ouais. Ça a été quoi à peu près la durée? Puis à quel moment tu t'es dit, c'est fini? Tu sais, je suis arrivé là, c'est fini, je ne peux plus continuer. Ça a été très, très rapide, je te dirais. C'était comme une situation de genre, j'ai pas le choix. Il n'y a pas vraiment eu de longue discussion.
j'ai commencé à dabble dans l'idée de comment je le bâtirais à l'automne 2014. Dans le temps que je faisais du traiteur encore, puis j'étais comme dans ma grosse saison parce que c'était les parties de Noël. Puis j'avais déjà de la friction avec ma cuisine parce que ma business de traiteur était en train de grossir trop vite pour l'espace que j'avais. Fait que j'ai déjà commencé à visiter les buildings à cette époque-là. Puis je suis rentrée dans le programme du Founder Institute en mars 2015. Puis j'ai été incorporée en mai. La cuisine a ouvert à l'été 2016, puis on a fermé à l'automne 2017. Fait qu'on a été ouvert en tout et partout. On a été en opération pendant 13 mois. Puis la faillite, ça a été fulgurant parce que essentiellement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un point où est-ce que j'avais le choix de payer mes employés ou payer mon propriétaire. Puis j'ai payé mes employés. Puis je regrette pas de l'avoir fait, là, mais je veux dire, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire a tiré le tapis en dessous de moi, puis il était comme, OK, mais c'est fini. Puis ce qui arrive, c'est que quand, tu sais, il y avait une clause dans le bail, tu sais, j'étais en bris de contrat parce que j'avais pas payé mon loyer, right? Puis ce qui arrive, c'est que si le propriétaire reprend possession des infrastructures, la manière que ça fonctionne, c'est que faut que tu prouves possession des affaires qui sont dans le local pour pouvoir les revoir. Mais dans mon cas, les trucs dans le local appartenaient pas à moi, c'était à mes clients. Puis beaucoup des affaires ont été transformées. Fait que tu peux pas arriver avec une facture de carottes puis dire la soupe est à moi, tu sais. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que j'avais plein de clients qui allaient perdre plein d'inventaire de bouffe dans le frigidaire, dans les congélateurs. Puis j'avais un ami qui avait fait faillite pas longtemps avant, genre une couple de mois, qui est en train d'essayer de vendre le IP de sa compagnie. Puis fait que je l'ai appelé, je suis comme this is where I'm at. Il m'a dit voici le numéro de mon syndic. Ça c'est genre le vendredi. Tu sais, j'ai catché parce que j'ai demandé à mon propriétaire mets-moi là par écrit, puis il m'a dit non, je peux pas faire ça. Fait que essentiellement, je savais que ça s'en venait. J'ai appelé le syndic le vendredi après-midi, puis le samedi matin, je suis allée la rencontrer. Puis le lundi, les papiers de la faillite étaient signés. Puis la même journée, je me suis fait servir. Quand c'est arrivé, ça, ton état mental était comment? Tu sais, moi, je me rappellerai aussi de ma visite. Moi, j'ai fait une proposition, donc qui est aussi une faillite d'une certaine façon. Moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Puis je me rappelle, là, tu sais, le meeting avec le syndic, avec tout ça, tu sais, je suis sorti de là. D'un côté, j'avais moins de poids sur les épaules parce que c'était comme, OK, enfin, il y a quelqu'un qui va prendre un peu charge de tout ce que je vis. Puis d'un autre, j'avais le goût de me cacher. Tu sais, j'étais comme, je peux plus sortir dehors, je peux plus aller nulle part. Je me sentais extrêmement mal. Toi, tu l'as vécu comment, ce moment-là, le pendant, mais aussi les quelques jours suivants? Ça a été vraiment rough parce que ça a été super intense. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui réalisait pas ce qui était en train d'arriver parce que c'était tout vraiment, tu sais, on a donné genre 3 jours aux clients pour venir chercher leur stock. Puis c'était comme vraiment vite. Tout était comme arrivé du jour au lendemain. J'étais en train de lever une ronde de financement. Genre, tu sais, j'avais des investisseurs qui se promenaient dans la cuisine la semaine d'avant. Fait que c'était vraiment weird. Parce que tout allait bien puis tout allait plus bien du jour au lendemain. Puis je pense que il y a une partie de moi, comme tu disais, qui était énormément soulagée. Parce que pendant vraiment longtemps, j'avais tous ces prêts-là, j'avais plein d'argent de plein de gens, j'avais plein de monde qui dépendait de moi, puis je me sentais vraiment pognée. Puis je pense que j'arrivais pas à me l'avouer que je me sentais complètement étouffée par ma business. Puis le fait que c'est comme une business physique puis que mes clients étaient dans ma face tous les jours, c'est un peu différent de genre t'as un SaaS puis t'as quelqu'un qui met un mauvais review sur Google, tu sais, parce que c'est comme quand ils sont fâchés, ils sont fâchés là, tu sais. Puis ça, je trouvais ça difficile parce que tu sais, le concept de coworking, c'est nice on paper, mais dans la vie, je me suis rendu compte que le monde voulait pas réellement partager quand c'était à leur désavantage. Fait que je me ramassais des journées que j'avais l'impression que je gérais une garderie. C'était un peu poche. Tu sens que les gens l'ont reçu comment? Parce que moi, ça a été quelque chose d'un peu difficile. Il y a des gens qui étaient des amis, tu sais, qui ont perdu un peu dans ma proposition consommateur. Ouais. J'ai vraiment senti le poids. Tu sais, ils étaient extrêmement fâchés, très peu empathiques et je peux comprendre, hein, ils ont perdu, on fait perdre l'argent aux gens de par notre gestion, etc. Toi, comment tu as ressenti je pourrais dire la pression populaire peut-être autour de cet échec-là? Tu sais, des gens, comme tu dis, face à face. C'est facile sur Internet, hein, de dire je te vire ou je m'en vais ou je vais faire faillite, mais de voir les gens physiquement, c'est quelque chose de dur. Comment tu as senti que les gens réceptionnaient l'échec à ce moment-là? Ça a été difficile. Je te disais, j'avais une 50aine de clients à ce moment-là. Il y en a 2 qui ont fait le bordel, puis il y en a 48 qui ont été super cool. Très cool. Il y en a beaucoup avec qui je parle encore, puis de qui sont encore business, puis j'achète encore, puis je recommande leur business chaudement.
Il y en a 2 qui ont fait de la merde. Il y a eu un incident d'un client qui nous a volé du stock, puis là, c'était comme la police était involved, puis whatever. Puis ça a été vraiment compliqué parce que là, il y a comme... Le gars a essayé de se forcer, genre, pour rentrer dans le business. Puis là, c'était comme on se bat pour la porte, genre. Puis, fait que pendant comme 3 jours, il a fallu que j'appelle mon père en broyant parce que j'étais comme en état de choc. Puis c'était comme là, mon père me promenait partout parce qu'il y avait des huissiers qui me couraient après. Puis j'avais peur d'aller chez nous. Fait que là, c'était comme je rentrais par la ruelle. Puis mon père me chauffait jusqu'au bureau de syndic. Puis pendant une couple de jours, j'étais vraiment juste comme... une coquille vide, pour vrai, j'avais juste comme rien, là, tu sais, je pense que ça a été comme les 3 pires jours de ma vie, pour vrai, puis après ça, tu sais, la journée qu'on a fait faillite, il y a eu l'article dans Les Affaires, fait que j'ai été comme le homepage sur le site de Les Affaires pendant genre 8 heures, parce que Mathieu Charest m'a appelé pour une quote, puis j'y ai donné, puis j'étais contente de l'avoir faite parce que ça l'a comme... J'ai fait mon coming out, tu sais, j'avais pas à dire à personne « Hey, by the way, j'ai fait faillite », toute la ville le savait. Ce qui était vraiment horrible parce que c'est super public, mais c'était vraiment le fun parce qu'après ça, j'ai pas eu à l'annoncer à personne, puis le travail était fait à ma place. Exact. Fait que ça a été vraiment dur, mais aussi vite, puis après, c'était fini. Puis après, parlons-en, parce que, tu sais, définitivement, je me doute que cette période-là est très, très difficile. Moi, un peu comme toi, tu sais, moi, ça a été que j'ai déménagé. J'étais plus capable de rester à Québec parce que j'avais l'impression que tout le monde de Québec savait ce qui s'était passé. Fait que je suis déménagé, tu sais, à Mont-Saint-Hilaire, à Montréal. Ça a été, j'ai encore de la misère à aller à Québec. J'ai encore parfois la peur de croiser des fournisseurs fâchés quand je vais au resto. Fait que je regarde autour de moi, là, tu sais, moi, je dis toujours que j'ai un choc post-traumatique un peu de cette période-là de vie. Mais après ça, ben, tu sais, moi, j'ai la chance de m'en être bien tiré, si je peux le dire comme ça, malgré que on me refusé de payer mon hypothèque. J'étais pas capable de faire une hypothèque il y a de ça 3 ans parce que j'étais encore sous proposition. Ce qui fait que j'ai payé ma maison cash. Ce qui est un peu paradoxal parce que ça veut dire que j'avais les moyens, mais le système étant le système. Comment aujourd'hui Amélie, elle se sent? Puis, tu sais, ce que je pense, c'est que tu es en train de te relancer ou au moins t'as ce sentiment d'avoir envie de te relancer en affaires. Et souvent, on dit qu'il faut être fou, hein, après avoir vécu ça, de dire on va le refaire encore une fois. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui, Amélie, qu'elle a appris de cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire différemment, même si j'aime pas cette question-là, parce que c'est tellement facile de se juger par la suite puis de dire, j'aurais pu faire ci. Ouais, quand t'es là-dedans, t'as de la santé mentale, c'est difficile. Puis c'est où que tu t'en vas, puis tu te vois où dans les 2 prochaines années, puis comment cet échec-là va t'avoir permis probablement, un peu comme moi, de faire un succès par la suite? J'ai pas compris toute ta question, mais je vais extrapoler de les bouts que j'ai pas manqué. Essentiellement, j'ai rembarqué assez vite là-dedans. Je te dirais que ça a pas été très long. J'avais pas envie de faire de quoi de public parce que ça avait été tellement public, Food Room. J'étais pas confortable avec le niveau de public que ça a été, mais je pense que je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de le faire pour que ma business marche. Puis c'est comme un sacrifice que j'avais accepté. Mais fait que j'ai vendu, j'ai fait Amazon FBA pendant genre presque 2 ans, pas longtemps après. Dans le fond, j'achetais des affaires usagées, puis je les revendais, des livres usagés que je vendais sur Amazon. Puis ça a été comme un genre de compromis de j'avais ma day job, puis je faisais ça on the side. Ça me permettait d'avoir comme le fulfillment, de faire de quoi qui était plus entrepreneurial, sans avoir à être responsable de plein de gens, puis d'avoir à expliquer à plein d'enfants, tu sais, comme faire les concours de pitch puis tout ça, ça me tentait vraiment pas. J'ai fait ça, après ça, j'ai dabbled dans comme une couple d'autres business. Tu sais, j'étais quand même chanceuse parce que je me suis trouvé une job que je travaillais pour un gars qui était ange investisseur. Fait qu'essentiellement, je travaillais on payroll pour une de ces compagnies, mais je travaillais pour plein des compagnies dans lesquelles il avait investi. Puis, quand même intéressant de voir qu'un ange fait confiance à quelqu'un qui a fait faillite. C'est quand même m'ouvre encore des portes aujourd'hui, pour vrai. Tu sais, je veux dire, de la manière que toi tu l'as vécu, je veux dire, ça semble vraiment horrible. Puis, je veux dire, moi, il y a pas, tu sais, à part les 2 clients qui ont été fâchés puis qui ont fait un peu de merde pendant la faillite, là, j'ai pas eu rien vraiment comme après. Je pense que, tu sais, les gens respectent le hustle puis les gens respectent la faillite. Je me suis fait inviter à plein de conférences pour parler de ma faillite puis j'ai été très vocale sur qu'est-ce que c'était parce qu'il y avait personne qui le faisait à l'époque. Puis je le fais encore parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre que c'est de la merde puis que c'est dur, mais qu'on le fait pareil, tu sais. Puis c'est pas genre rose puis des jets privés puis des week-ends de F1, tu sais. Fait que, tu sais, il y a pas eu personne, tu sais, j'ai des bailleurs de fonds, tu sais, j'ai pris un café avec mes investisseurs qui avaient perdu plein d'argent, puis tu sais, ils m'ont invité à souper, puis on se parle encore, tu sais, occasionnellement, puis je pense que
il y en a peut-être des gens qui étaient fâchés, mais je leur ai pas reparlé. Puis les gens qui étaient pas fâchés, ben je suis encore en bon terme avec eux. Puis tu sais, j'ai accepté que, tu sais, quand tu investis dans une business, tu devrais investir l'argent que tu t'attends à perdre, genre. Moi, ça serait c'est le modèle, ouais, c'est le modèle du capital. Ma mentalité d'investissement, en tout cas. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, j'ai fait des erreurs, mais j'ai rien fait de mal, right? Fait que j'ai rien à me reprocher. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que le principe de faillite existe. Tu sais, j'ai fait une proposition au consommateur parce que j'avais signé des cautions personnelles que j'avais pas pu rembourser. Fait que, tu sais, j'ai fait une proposition, j'ai remboursé ma proposition. Mon crédit est encore de la merde 5 ans plus tard. Mais, tu sais, je m'en suis, c'est la seule affaire qui me reste à gérer, là. Mais ça, c'est le problème d'Equifax, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, je veux dire, ultimement, je sais pas, ça m'ouvre encore des portes. J'ai été partner dans une compagnie pendant comme 18 derniers mois. Puis c'était la première fois depuis Food Room que j'avais vraiment comme l'impression d'être comme pas sur mon X, mais vraiment proche, dans le sens que, tu sais, j'avais un bon fit en termes de rôle et responsabilité, puis un fit de, je sais que c'est ça que je veux faire, mais c'était pas un fit par rapport à la business spécifiquement. Tu sais, ça l'a comme validé plein d'affaires, puis c'était la première fois que je faisais plus de réseautage de façon active, puis que je me sentais confortable de ressortir en public, puis de faire comme yo, je suis entrepreneur encore, puis prendre du café avec des gens. Puis ça l'a validé tellement d'affaires pour moi, puis c'était la première fois que j'étais comme OK, j'ai confiance en moi encore maintenant que je suis à une place où est-ce que je peux le faire. Ça a été super long, mais j'ai fait plein d'affaires on the down low pendant les dernières 5 ans, où est-ce que j'ai appris, puis tu sais, à l'époque, les finances, c'était comme mon point plus faible, je pense, puis c'est rendu une de mes forces, parce que j'ai vraiment comme deep dive là-dedans, puis tu sais, je suis pas une experte en Excel, rien, mais je suis pas comptable non plus, mais tu sais, j'expliquais il y a une couple de mois à ma comptable comment faire des affaires dans QuickBooks. Fait que tu sais, je suis rendue assez bonne pour comme... Ouais, t'as appris, je pense que c'est souvent ça, puis peut-être pour terminer, le temps passe vite, c'est super intéressant. Si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui était dans ta situation en ce moment-là, tu sais, quelqu'un en ce moment qui voit un petit peu noir, qui dit OK, la faillite est probablement l'option. La faillite, ça fait peur. Moi, je me rappelle le mot, ça me faisait peur. On me disait tu pourras plus jamais emprunter, tu pourras plus te relancer. Tu sais, c'est quoi que tu dirais à cette personne-là aujourd'hui avec la rétrospective de la Amélie, tu sais, qui recommence à avoir du succès, qui recommence à sortir, qui recommence à être fière. Moi, je trouve que c'est important. Moi, je suis plus gêné. Aujourd'hui, tu sais, je dis que j'ai un peu peur de croiser des gens, mais je serais capable de leur répondre parce que j'ai un peu comme toi, j'ai l'impression d'avoir fait des erreurs. Je me sens coupable d'avoir fait des erreurs, mais j'ai rien fait de mal. J'ai pas volé personne, puis j'ai clairement pas gagné. Tu sais, on parle souvent des faillites payantes. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a malheureusement qui brûlent un peu, tu sais, l'aspect de la faillite, des gens qui sont pas bien intentionnés, bienveillants, mais je pense que quand tu le vis, c'est toi qui, tu sais, moi, faire une faillite quand les gens disent c'est le fun ou c'est facile, je fais c'est loin de là. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Amélie, tu sais, de ce temps-là qui est en train de nous écouter puis qui probablement en ce moment se dit si boire, c'est ce qui va se passer avec moi aussi puis j'ai peur. C'est vraiment terrifiant, 100%. Mais être entrepreneur en général, c'est terrifiant, genre, tu sais, c'est comme tout est terrifiant, tu sais. Le niveau de terreur était pas différent d'une journée à l'autre. Puis faire faillite, c'était juste une autre affaire qui faisait peur, you know. Mais tu sais, quand tu pars une business, je pense que that's what you sign up for. Puis, tu sais, ultimement, ouais, j'étais vraiment soulagée, puis je m'attendais pas du tout à être soulagée, parce qu'il y a un point. Je pense que le gros problème avec Amélie de 2017, c'est qu'il y avait pas. J'avais rien d'autre que ma business. Tu sais, c'était comme allô, je suis Amélie, CEO de Food Room, mais j'étais pas genre allô Amélie, maman, coureuse, être autre. Tu sais, j'avais rien d'autre. Je faisais rien d'autre. Tu sais, j'avais pas de vie, j'avais pas de relation, j'avais pas d'amis. Parce que il y a pas personne qui était là pour me dire oh ouais, by the way, genre avoir une hygiène de vie, ça veut dire X, Y, Z. Prends soin de toi, puis dormir 8 heures, c'est important. Puis faudrait que tu manges aussi à la place de juste boire du Ensure parce que t'as pas le temps. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires qui fait qu'ils ont contribué et je pense que j'étais à une vraiment mauvaise place dans ma vie. Puis, ultimement, tu sais, c'est vraiment niaiseux de dire ça de même parce que, genre, avoir fait faillite, c'est la chose qui m'a permis. C'était comme la première étape de ma vie s'est améliorée. Tu sais, je parlais de ça avec ma femme, genre, cette semaine. J'étais comme, pour vrai, je retournerais pas en 2017 parce que la Amélie de 2017 était misérable. Comme,
I'm a much better person maintenant. Je suis tellement plus contente avec la vie que j'ai. Je pense que si on peut résumer, je pense qu'effectivement, c'est un des erreurs. Moi, je me rappelle, je m'appelais Dominique Piranha sur Facebook. J'étais mon entreprise, je l'incarnais, c'était mon nom de famille. Mais je pense que c'est une des erreurs, puis je pense que tu l'as dit, puis le message, je pense que tu passes, c'est faut que les gens prennent soin d'eux, même quand ça va mal. La réalité, là, c'est très, très difficile, mais la santé mentale là, en prend un coup, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions très, très souvent. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les entrepreneurs en parlent un peu plus, mais dans nos années, parce que j'étais à peu près dans les mêmes années que toi, c'était travailler fort, c'était ça le succès, c'était travailler beaucoup d'heures, puis c'était cette image-là. Puis je pense que si vous êtes en train d'échouer, c'est un apprentissage. Vous voyez Amélie aujourd'hui qui a réussi, qui est en train de se relever. Moi, j'ai très hâte de voir ton prochain venture, de qu'est-ce que tu vas lancer à ce moment-là, puis de où tu vas aller. Mais la plupart des grands entrepreneurs ont vécu des échecs très, très grands. Et je pense qu'ils en ont tiré des leçons, puis c'est définitivement ce que tu as fait. Fait un gros merci de ce partage-là. Je trouve vraiment ça intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai que c'est rare. Puis probablement que moi, tu sais, chaque fois que j'en parle, j'ai quand même un petit clic sur le bouton. Je dis, OK, il faut le faire parce que les gens en parlent pas, mais ça reste pas encore naturel au Québec de parler de ça. Pourtant, aux États-Unis, parler de l'échec, c'est très, très normal. Il y a des conférences de gens qui ont fait faillite puis qui s'applaudissent. Tu sais, c'est un peu différent. J'ai fait une, moi aussi. Je dis pas que c'est si... Exact, je l'ai fait moi aussi. Je pense qu'on s'est un peu suivi là-dedans. Mais un gros merci. Puis sincèrement, si vous avez de la difficulté en ce moment, c'est tough. Il y a le programme Persévérance entrepreneuriale. Moi, si ça avait existé, je pense que ça aurait changé énormément de choses. Fait qu'hésitez pas à demander de l'aide. Psychologue, il y a des programmes, il y a de l'aide. Puis la première chose, c'est d'en parler.